Peu de moments télévisés ont marqué les esprits avec une telle intensité brute. Lorsque Michael Landon se tenait sur le plateau poussiéreux de Simi Valley, Californie, en se brûlant été 1984, il ne mettait pas fin à une simple série. Il orchestrait la chute d'une époque, d'une vision qui avait capturé l'âme de millions de téléspectateurs à travers le monde. Les caméras tournaient, l'équipe technique et les acteurs, figés dans un silence lourd de sens, savaient que ce qui allait suivre bouleverserait à jamais l'histoire de la télévision. Pendant 9 ans, La petite maison dans la prairie avait incarné un idéal intemporel de famille, de foi et de résilience face aux épreuves d'une vie pionnière dans l'Amérique du XIXe siècle. Mais dans son dernier souffle, tout ce que le public chérissait, les maisons de bois de Walnut Grove, son église blanche aux cloches résonnantes, ses champs dorés baignés par le soleil couchant, serait réduit en cendres dans un acte de défi audacieux, orchestré par Landon lui-même. Ce moment, à la fois dévastateur et inoubliable, n'était pas une simple conclusion, mais une déclaration viscérale d'un homme déterminé à protéger l'intégrité de son œuvre contre les compromis d'Hollywood, l'usure du temps, et les ambitions mercantiles d'une industrie en mutation. Plongeons dans l'histoire de ce final explosif, les tensions tumultueuses qui ont façonné les coulisses, les luttes humaines des acteurs et de Landon, et l'héritage durable d'une série qui a redéfini la télévision tout en laissant une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont créée et ceux qui l'ont aimée. Pour comprendre l'ampleur de cet adieu, il faut remonter aux origines de ce phénomène culturel. La petite maison dans la prairie débute sur NBC le 11 septembre 1974, offrant bien plus qu'un drame familial. Elle ressuscite la mémoire collective de l'Amérique pionnière, ancrée dans les récits autobiographiques de Laura Ingalls Wilder. La série suit la famille Ingalls, Charles, Caroline et leurs enfants, dont Laura et Marie, dans leur quête pour bâtir une vie dans le Minnesota rural des années 1870, affrontant sécheresse, tempêtes, maladies et injustice sociale avec une résilience qui touche le cœur des téléspectateurs. Ce qui distingue la série des autres productions des années 1970, c'est Michael Landon, une force créative hors norme. Dans le rôle de Charles Ingalls, il incarne un patriarche bienveillant, un pilier de force morale et de compassion, dont le regard chaleureux et la voix rassurante deviennent des symboles d'espoir. Mais Landon est bien plus qu'un acteur. Il est le showrunner, scénariste principal, réalisateur de dizaines d'épisodes et parfois monteur, exerçant un contrôle quasi absolu sur chaque facette de la production. À son apogée, entre 1976 et 1978, la série attire jusqu'à 22 millions de téléspectateurs par épisode, selon les données de Nielsen, devenant un pilier de la télévision familiale et un phénomène culturel mondial, diffusé dans plus de 100 pays, de la France au Japon. Landon insuffle à la série une profondeur audacieuse, rare pour une époque où les programmes familiaux privilégiaient la légèreté. Il aborde des thèmes tabous, le racisme, dans un épisode où un enfant noir fait face à la discrimination. La dépendance, avec des personnages luttant contre l'alcoolisme, la maladie, comme la cécité de Marie Ingalls, et même l'agression sexuelle, un sujet presque jamais évoqué à l'époque. Ces récits, mêlant leçon morale et réalisme brut, équilibrent réconfort et vérité dérangeante, faisant de la série un miroir de la condition humaine. Nous ne racontions pas des contes de fées. Nous montrions la vie avec ses joies, ses peines et ses combats, confie Landon au Los Angeles Times en 1983. Des épisodes comme celui sur l'incendie tragique de l'école pour aveugles ou la perte d'un enfant nouveau-né des Ingalls touchent profondément le public, offrant des moments de catharsis émotionnelle. Selon un article de Variety de 1977, la série se distingue par sa capacité à faire pleurer, réfléchir et espérer, un exploit qui transcende les générations. Mais au début des années 1980, le paysage télévisuel change radicalement. Les récits familiaux édifiants cèdent la place à des drames urbains sophistiqués comme Dallas et Dynasty, axés sur le glamour, les intrigues de pouvoir et les rivalités financières. Les audiences de la petite maison chutent à moins de 15 millions par épisode, selon Nielsen, et NBC, pressé de moderniser sa grille, décide d'annuler la série après sa 9e saison en 1983. Landon, qui a construit Walnut Grove de ses propres mains, d'abord dans son imagination, puis sur un terrain de 40 acres à Simi Valley, où chaque planche, chaque clôture et chaque chemin poussiéreux a été conçu sous sa supervision, refuse de laisser la chaîne dicter la fin. Il insiste pour écrire et réaliser le dernier chapitre, un téléfilm intitulé La Petite Maison, le dernier adieu, diffusé le 6 février 1984. Ce qu'il crée n'est pas une simple conclusion, mais un acte de rébellion qui choquera le public, les acteurs et même les dirigeants de la chaîne. Dans ce téléfilm, l'histoire prend une tournure inattendue et dramatique. Un promoteur terrien véreux, Nathan Lacité, revendique la propriété légale de Walnut Grove, menaçant d'expulser ses habitants et de transformer leur communauté en un empire commercial. Face à cette injustice, les villageois, menés par Charles Ingalls, choisissent une voie radicale. S'ils veulent notre ville, ils n'auront que des ruines, déclare Charles, incarné par Landon, dans une réplique empreinte de défi tranquille.
Ce qui suit est l'un des moments les plus iconiques et controversés de l'histoire télévisuelle. Les habitants, unis dans leur désespoir et leur fierté, placent des explosifs dans chaque bâtiment. L'école où Laura enseignait, l'église où la communauté priait, le magasin général d'Olzon, la maison des Ingalls où tant de souvenirs ont été forgés. Un à un, ils allument les mèches, et en quelques minutes, Walnut Grove, le cœur battant de la série, disparaît dans un nuage de fumée, de flammes et de débris. Les téléspectateurs, assis dans leur salon à travers l'Amérique et le monde, restent stupéfaits, certains en larmes, d'autres en colère, face à cette dévastation inattendue. Ces explosions n'étaient pas des effets spéciaux hollywoodiens. Elles étaient réelles, orchestrées par une équipe de démolition professionnelle et filmées en une seule prise le 21 juin 1983 sur le plateau de Simi Valley. Le décor, construit par Landon en 1974, était bien plus qu'un simple lieu de tournage. Ses façades en bois, son église blanche, ses chemins poussiéreux incarnaient l'esprit de la série, un symbole de foyer pour les acteurs et les fans. Ce jour-là, sous un soleil brûlant dépassant les 40 degrés Celsius, l'équipe et les acteurs se réunissent pour assister à sa destruction. Mélissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls depuis l'âge de 9 ans, écrit dans ses mémoires « C'était comme regarder mon enfance partir en fumée. Ces décors étaient ma maison, le lieu où j'ai grandi, ri, pleuré. Les voir exploser, c'était perdre une partie de moi. » Karen Grassle, interprète de Caroline Ingalls, compare l'expérience à des funérailles. Nous pleurions tous, pas seulement pour l'histoire, mais pour ce lieu qui nous avait définis pendant une décennie. Alison Argrim, l'inoubliable Nellie Olson, ajoute dans ses mémoires « C'était un choc. Nous savions que ça allait arriver, mais voir Walnut Grove disparaître en quelques secondes, c'était comme dire adieu à une famille. » Landon, calme mais résolu, supervise chaque détail avec une précision chirurgicale. Pour lui, détruire Walnut Grove est bien plus qu'un rebondissement narratif. C'est un acte symbolique, une déclaration d'indépendance artistique. Après l'annulation par NBC, il se sent trahi par la chaîne, qui envisageait de réutiliser le décor pour d'autres productions ou de le laisser à l'abandon. Si ça ne peut pas appartenir à la petite maison, ça n'appartient à personne, aurait-il déclaré à un producteur, selon Argrim. La dynamite est sa réponse. Un geste radical pour préserver l'intégrité de son œuvre et s'assurer que Walnut Grove reste à jamais lié à sa vision. Les explosions, filmées en une seule prise, réduisent le décor en décombres en moins de 10 minutes. Lorsque les caméras s'arrêtent, un silence pesant s'installe sur le plateau. L'odeur de la poudre flottait dans l'air. Michael est resté là, les mains dans les poches, regardant les débris fumants, comme s'il disait adieu à un vieil ami, raconte un technicien dans un documentaire de 2022. Landon, selon des proches, aurait pleuré en privé après la scène, conscient du poids de ce qu'il venait de faire. Lorsque le dernier adieu est diffusé en février 1984, les téléspectateurs sont bouleversés. Beaucoup attendaient un adieu sentimental, peut-être un discours émouvant de Charles sur la famille, l'amour ou la foi, des thèmes centraux de la série. Au lieu de cela, ils assistent à une dévastation brutale, où les héros eux-mêmes détruisent leur foyer. Certains saluent le courage de Landon, voyant dans cet acte une métaphore puissante de la résistance pionnière face à l'oppression. C'était l'essence des Ingalls, ne jamais se soumettre, même au prix de tout perdre, écrit un critique dans le New York Times en 1984. D'autres, cependant, jugent la fin barbare, accusant Landon de profaner un symbole sacré. Des lettres de fans, archivées par NBC, expriment leur choc. Pourquoi détruire quelque chose d'aussi beau ? Demande une spectatrice du Michigan. Des rumeurs, démenties depuis, prétendent que la chaîne a censuré l'épisode pour sa violence ou l'a retiré des rediffusions. En réalité, il est diffusé tel que Landon l'a conçu, mais son intensité émotionnelle le rend difficile à programmer parmi les épisodes plus légers, alimentant le mythe d'une suppression. Selon un rapport de Variety de 1984, l'épisode attire 17 millions de téléspectateurs, un chiffre impressionnant mais inférieur à l'apogée de la série, reflétant la polarisation du public. Derrière l'image idyllique de la série, les coulisses sont un véritable champ de bataille émotionnel et professionnel. Landon, brillant mais autoritaire, est au cœur du chaos. Son perfectionnisme fait la grandeur de la petite maison, mais crée une atmosphère tendue sur le plateau. En tant que showrunner, scénariste de plus de 90 épisodes, réalisateur de près de 100 et producteur exécutif, sa parole prime sur celle de NBC et de ses collaborateurs. Ce contrôle donne à la série sa profondeur unique, mais aliène certains membres de l'équipe. Dès la première saison, il entre en conflit avec le co-créateur Ed Friendly, qui imaginait une série douce et fidèle au livre de Wilder. Landon, lui, opte pour des récits plus sombres et cinématographiques, intégrant des thèmes sociaux audacieux. Lorsque Friendly s'oppose, Landon l'écarte sans ménagement. « La petite maison est devenue mon royaume », admet-il dans une interview de 1980. Ce pouvoir absolu façonne la série,
mais sème aussi des graines de discorde. Karen Grassle, qui incarne Caroline Ingalls, se heurte à Landon sur des questions de salaire et de respect. Malgré son rôle central, elle gagne significativement moins que ses collègues masculins, une disparité courante à l'époque mais qu'elle conteste. Lorsqu'elle demande une augmentation après la première saison, Landon refuse et, selon Grassle, rend leurs interactions tendues. Il pouvait être généreux, puis cruel en un instant. Il pleurait dans une scène, puis humiliait quelqu'un avec une blague cinglante, confie-t-elle dans ses mémoires de 2021. Leur relation s'apaise des années plus tard, peu avant la mort de Landon, lorsqu'ils se retrouvent pour une conversation émouvante. Il m'a dit qu'il regrettait certaines choses. J'ai vu l'homme derrière le mythe, ajoute-t-elle. Les jeunes acteurs ne sont pas épargnés par la pression. Mélissa Gilbert, qui commence à 9 ans dans le rôle de Laura, voit Landon comme un père de substitution après le suicide de son père adoptif à l'âge de 11 ans. Il la guide à travers la célébrité et l'adolescence, lui offrant un refuge émotionnel sur le plateau. Mais cette relation se brise lorsque Landon entame une liaison avec Cindy Clérico, la maquilleuse de la série, alors qu'il est encore marié. « J'étais dévasté. C'était comme perdre un autre père », écrit Gilbert dans ses mémoires. Elle coupe tout contact avec lui pendant près d'une décennie, ne se réconciliant qu'à la fin des années 1980. Melissa Sue Anderson, qui joue Marie, souffre d'un isolement profond, exacerbé par le divorce de ses parents et la surveillance stricte de sa mère sur le plateau. Sa distance émotionnelle crée des tensions avec Gilbert, malgré leur complicité à l'écran. Jouer avec elle, c'était comme parler à un mur, confie Gilbert, soulignant une rivalité silencieuse qui persiste des décennies plus tard. Les conditions de tournage amplifient les tensions. À Simi Valley, les températures dépassent souvent 40 degrés Celsius et les actrices, enfermées dans des costumes du 19e siècle avec corsets et robes lourdes, s'évanouissent parfois sous la chaleur. Les techniciens, pour supporter les longues journées, consomment des caisses de bière, surnommant ces sessions les 3 caisses. Landon lui-même lutte avec l'alcool, selon des témoignages de membres de l'équipe. Il commence ses journées avec du brandy mélangé à son café, une habitude qui l'aide à tenir le rythme infernal du tournage, mais accentue ses sautes d'humeur. Il était un mentor, mais parfois un perfectionniste glacial qui nous terrifiait, note Gilbert. Ces contradictions, un homme capable d'une immense chaleur humaine et d'une rigueur implacable, définissent l'expérience du plateau. Dans les dernières saisons, l'épuisement et le ressentiment s'amplifient. Le mariage de Landon s'effondre, plusieurs acteurs clés, comme Anderson, réduisent leur présence, et NBC pousse pour un renouveau. Un dérivé, centré sur Laura et Almanzo, est tenté en 1982, mais sans l'âme de Landon au cœur du récit, la magie s'éteint. Les audiences chutent à 12 millions par épisode, et la chaîne confirme l'annulation. Landon, refusant une fin douce ou conventionnelle, opte pour la destruction totale. Je ne voulais pas que Walnut Grove devienne un décor de sitcom ou un terrain vague abandonné, explique-t-il dans une interview posthume publiée par People en 1992. Le final est son ultime acte de contrôle, un refus farouche de laisser son œuvre être appropriée ou diluée par l'industrie. Lorsque le dernier adieu est diffusé, les réactions sont immédiates et polarisées. Les 17 millions de téléspectateurs, selon Variety, sont partagés entre admiration et choc. Certains saluent la fin comme une métaphore puissante de la résistance pionnière, un écho de l'esprit indomptable des Ingalls. C'était brut, authentique, comme la vie des pionniers qu'ils incarnaient, écrit un critique dans le Washington Post. D'autres, dans des lettres archivées par NBC, expriment leur douleur. Pourquoi détruire quelque chose d'aussi beau? C'était comme brûler un morceau de notre enfance, écrit une fan de l'Ohio. Le final, trop intense pour les rediffusions familiales, devient rare à l'antenne, alimentant le mythe qu'il a été censuré. En réalité, NBC le diffuse intégralement, mais les chaînes locales privilégient des épisodes plus légers, renforçant l'aura légendaire de cet adieu. L'héritage de la petite maison dans la prairie transcende son final explosif. Avec 204 épisodes diffusés entre 1974 et 1983, la série aborde des thèmes intemporels, pauvreté, racisme, deuil, amour, résilience, qui résonnent encore en 2025. Grâce aux rediffusions et aux plateformes de streaming comme Peacock et Amazon Prime, elle touche de nouvelles générations avec des millions de visionnages annuels. Selon un rapport de Variety en 2024, la série génère encore 500 000 heures de streaming par mois aux États-Unis, preuve de son attrait durable. Pour les acteurs, l'héritage est doux amer. Mélissa Gilbert, devenue autrice, productrice et militante, reste à jamais liée à Laura Ingalls. Ce rôle m'a défini, mais il m'a aussi emprisonné, confie-t-elle dans une interview à Entertainment Tonight en 2023. Karen Grassle, après des années de tension avec Landon, parle de lui avec une tendresse teintée de tristesse. Il était imparfait, mais il nous a donné une famille à l'écran.
Alison Argrim transforme son rôle de Nellie Olson en une carrière comique et un militantisme pour les droits des enfants, s'appuyant sur sa notoriété. D'autres, comme Jonathan Gilbert, Willie Olson ou les jumelles Greenbush, Carrie Ingalls, s'éloignent d'Hollywood mais restent marqués par l'expérience. Michael Landon, après La Petite Maison, crée Les Routes du Paradis, une série spirituelle sur la compassion et la rédemption, qui connaît un succès notable avec 15 millions de téléspectateurs par épisode dans les années 1980. Mais en 1991, à 54 ans, il est diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Il se bat avec la même ténacité que ses personnages, jurant de vivre jusqu'au dernier souffle dans une interview télévisée émouvante. Sa mort, le 1er juillet 1991, laisse un vide immense. Perdre Michael, c'était comme perdre Charles une seconde fois, confie Gilbert. Pour les acteurs, il était à la fois un mentor, un tyran et une figure paternelle, un homme dont les contradictions reflétaient celles de la série elle-même. Les ruines de Walnut Grove ont disparu depuis longtemps, emportées par le temps et les bulldozers, mais l'esprit de la série perdure. Les fans, qu'ils soient des baby-boomers nostalgiques ou des millénials découvrant la série sur des écrans modernes, reviennent pour ses leçons intemporelles sur l'amour, la foi et la persévérance. Le final, avec ses flammes et sa fumée, n'était pas une destruction gratuite, mais un acte de préservation, un moyen de graver Walnut Grove dans la mémoire collective, intouché par les mains du commerce ou de l'oubli. Près d'un demi-siècle plus tard, une question demeure. Lorsque vous pensez à La Petite Maison dans la prairie, voyez-vous l'explosion qui l'a terminée ou les histoires qui l'ont rendue immortelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants d'Hollywood.